Allons, Thomas, prenez l'autre bras de monsieur pour voir s'il saurait porter un bon jugement de son tout. Quid dicis? Dico que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Oh, qu'il est diruscule, pour ne pas dire dur. oh, bien. Repoussant, Bene. voire même un peu caprissant, Obstiné. ce qui témoigne d'une tempérie, du parenchyme splénique, c'est-à-dire de la rate. Fort bien. Non, non, monsieur Purgonc dit que c'est mon foie qui est malade. Et oui, qui est parenchyme, dit l'un et l'autre, par le moyen du vase brevet du pylore. Est-ce bon de la il vous ordonne sans doute de manger force rôti. Non, rien que du bouilli. Et oui, bouilli, rôti, même chose. Il vous ordonne fort prudemment, et vous ne pouvez être oublié. Monsieur, combien faut-il mettre de grains de sel dans un œuf? 6 et 10. Par les noms grand-père, comme dans les médicaments, par les noms grand-père. Jusqu'au revoir, messieurs.
Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade que vous êtes, et cette réputation qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Et quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26, 27 ans. J'en ai 90. 90. Oui. Vous voyez en effet des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Dans ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager, qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, à la recherche d'illustres matières, ma capacité, capable d'exercer les grands et les beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Oh, je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, ces bagatelles, de rhumatisme, défluxions, ces fièvrottes, ces vapeurs, ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues avec des transports au cerveau, de bonnes hydropiciformées, de bonnes pestes, de bonnes pleurésies, de bonnes hydropiciformées, de bonnes fièvres pourprées et de bonnes hydropiciformées avec des inflammations de poitrine. Oh, c'est là que je me plais, oh, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de vous dire. Vous puissiez abandonné par tous les médecins, complètement désespérés et à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Je suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Aïe! Allons donc que l'on batte comme il faut. Aïe! Ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Et qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Monsieur Purgon. Monsieur Purgon? Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. Et de quoi dit-il que vous êtes malade, monsieur Purgon? Il dit que c'est du foie. Et d'autres disent que c'est de la rate. Ah, ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de crâne. Justement, le poumon. Parfois comme un voile devant les yeux. Le poumon. De temps en temps, j'ai des maux de cœur. Le poumon. Et quelquefois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et aussi des douleurs de ventre comme si c'était des coliques. Le poumon, vous dis-je. Et que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il nous en donne du potage. Mais vous aimez avoir un peu de vin, hein? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas, hein? Et vous êtes bien laissé de dormir. Oui, monsieur. Le poumon. Et donc, que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Comme je disais, du potage. Ignorant. Beau. Ignorant. La volaille. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorantus, ignoranta, ignorantum.
rhume. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, hein, du gruau et du riz, et des marrons et des oublis, pour coller et conglutiner. Votre médecin, M. Burgon, est une bête. Je vais vous en ordonner un de ma main. Et je viendrai vous voir, tandis que je serai en cette villa. Vous obligez beaucoup. Mais que diable faites-vous de ce bras-là? Pourquoi? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais de vous. Comment? Oui. Ne voyez-vous pas qu'il le tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter? D'accord, mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais en votre place. Prenez un œil. Oui, il incommode, il perturbe toute la nourriture de l'œil gauche. Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt et vous en verrez beaucoup plus clair de l'œil gauche. Ça n'est pas pressé. Adieu, aïe, je suis fâchée de vous quitter si tôt. Mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Ah oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Et n'allez plus voir Monsieur Burgon. Vraiment. Au revoir. Vous savez que les malades ne reconduisent point. Paris est étrangement grand. Et il faut faire de fort longs trajets quand la fatigue donne un peu. Il faut avouer que j'ai une mule admirable pour cela, et que l'on a peine à croire le chemin que je lui fais faire tous les jours. J'ai moi aussi un cheval extraordinaire pour cela. Mais à propos, quel parti prenez-vous dans la querelle entre les deux médecins Théophraste et Artémus? Car c'est une affaire qui partage tout notre corps. Pour Artémius, évidemment. Et moi, ce n'est pas tant que son avis, comme on a vu, n'ait tué le malade, ni que celui de Théophraste ne fut beaucoup meilleur assurément, mais il a tort dans les circonstances, et il ne devait pas être d'un autre avis que son ancien. Qu'en dites-vous? Je suis pour qu'on garde toujours les formalités, quoi qu'il arrive. J'y suis sévère en diable, à moins que ce soit entre amis. Et l'on nous assembla, l'autre jour, 3 de nous autres avec un médecin de dehors, pour une consultation où j'arrêtais toute l'affaire, et ne voulut point endurer qu'on opinât si les choses n'allaient dans l'ordre. Les gens de la maison faisaient ce qu'ils pouvaient. La maladie pressait. Je n'en voulus point des morts. Et la malade mourut bravement pendant ces circonstances. Mais c'est fort bien fait de montrer à ces gens comment vivre et de leur pointer leur bec jaune. Un homme mort n'est qu'un homme mort. Il ne fait point de conséquences. Mais une formalité négligée porte un notable préjudice à tout le corps des médecins.
augmente. Et je vous demande de me dire vite ce que vous avez résolu. Allons, monsieur, allez-y. Non, monsieur, parlez, s'il vous plaît. Ah non, je ferai rien. Je ne parlerai pas le premier. De grâce, messieurs, laissez toutes ces cérémonies. Songez que les choses pressent. De grâce, parlez l'un après l'autre, de grâce. Monsieur, Nous avons réfléchi sur la maladie de votre fille. Et mon avis, à moi, est que cela procède d'une grande chaleur de sang. Ainsi, j'en conclus à la saigner dès que vous le pourrez. et moi je dis que la maladie de votre fille est due à une pourriture d'humeur, due à une trop grande réflexion. J'en conclus donc à lui donner de l'émétique. Alors je vous dis que l'émétique la tuera. Et moi, que la saignée la fera mourir. Je viens à vous de faire la bilan. Oui, c'est à moi. Et j'emporterai le collet en tout genre d'érudition. Souvenez-vous de l'homme que vous fîtes crever la semaine dernière. Et vous, de la dame que vous avez envoyée en notre monde il y a 3 jours. Je vous ai dit mon avis. Et moi, je vous ai dit ma pensée. Si vous ne faites saigner votre fille, c'est une personne morte. Si vous la faites saigner dans un quart d'heure, elle n'est pas en vie. Aïe. À qui croire des deux? Et quelle résolution prendre sur des avis si partagés? Messieurs, je vous conjure de déterminer mon esprit et de me dire, sans passion, ce qui vous semble le plus propre à soulager ma vie. Monsieur, c'est ma tiers-là, il faut procéder avec circonspection et ne rien faire comme on dit à la volée. Que les compétences diverses sont selon notre maître Hippocrate d'une dangereuse conséquence. Oui. Et il est vrai qu'il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Parce que ce ne sont pas ici des jeux d'enfants. Et quand on a failli, il n'est pas aisé de réparer le manquement et de rétablir ce qu'on a gâté. Experimentum, periculosum. C'est pourquoi il s'agit de raisonner auparavant comme il faut, de peser mûrement les choses, de regarder le tempérament des gens, d'examiner les causes de la maladie et de voir le remède que l'on doit y apporter. Voilà. L'un va en torture et l'autre court la poste. Monsieur, pour venir. En fait, je trouve que votre fille peut péricliter si on ne lui donne du secours. D'autant que les symptômes qu'elle a sont indicatifs d'une vapeur fuligineuse et mordicante qui picote les membranes du cerveau.
Or, cette vapeur que nous nommons anthracatmos est causée par des humeurs putrides, tenaces, conglutineuses qui sont contenues dans le bas-ventre. Et là, comme ces humeurs ont été engendrées par une succession de temps, elles s'y sont recuites et ont acquis cette malignité qui coule vers la région du cerveau. Si bien donc que pour tirer, détacher, arracher, expulser et évacuer les dites humeurs, il faudra une purgation vigoureuse. Mais au préalable, et je trouve à propos, et il n'y a pas d'inconvénient d'user de petits remèdes anodins, c'est-à-dire de petits lavements rémollients et d'éterciques, de gelée et de sirop rafraîchissant qu'on mêlera à sa tisane. Et nous en viendrons à la purgation et à la saignée que nous réitérerons à chaque fois qu'on en aura besoin. N'était pas qu'avec tout cela, votre fille ne puisse mourir, mais vous aurez moins fait quelque chose, et vous aurez la consolation qu'elle sera morte dans les formes. Il vaut mieux mourir selon les règles que de réchapper contre les règles. Vous disons sincèrement notre pensée. Et vous avons parlé comme nous parlerions à notre propre frère. Très. Il vous suit. Infiniment. Obligé de la peine que vous avez prise. Aïe. N'avez-vous point de honte, messieurs, de montrer si peu de prudence? Et de vous êtes querellés comme de jeunes étourdis? Ne voyez-vous pas bien quel tort ces sortes de querelles nous font parmi le monde? Et n'est-ce pas assez que les savants voient les contrariétés et les dissensions qui sont entre nous et nos anciens maîtres, sans découvrir encore au peuple, par nos débats et nos querelles, la forfanterie de notre art? Pour moi, je ne comprends rien du tout à cette méchante politique de quelques-uns de nos gens. Et il faut confesser que toutes ces contestations nous ont décrié depuis peu d'une étrange manière, et que si nous n'y prenons garde, nous allons nous ruiner nous-mêmes. Pas pour mon intérêt, car Dieu merci, j'ai déjà établi mes petites affaires.
Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il grêle, ceux qui sont morts sont morts, et j'ai de quoi me passer des vivants. Mais enfin, toutes ces disputes ne valent rien pour la médecine. Puisque le ciel nous fait la grâce que depuis tant de siècles, on demeure infatué de nous, ne désabusons point les hommes avec nos cavages extravagantes, et profitons aussi doucement que nous pouvons de leurs sottises. Nous ne sommes pas les seuls, comme vous savez, qui tâchons à nous prévaloir de la faiblesse humaine. Et c'est même là que va l'étude de la plupart du monde. Et chacun s'efforce de prendre les hommes par leurs faibles pour en tirer quelques profits. Les flatteurs, par exemple, cherchent à profiter de l'amour que les gens ont pour les louanges, en leur donnant tout le vénénçant qu'ils souhaitent. Et c'est un art où l'on fait, comme on voit, des fortunes considérables. Les alchimistes cherchent à profiter de la passion que l'on a pour les richesses, en promettant des montagnes d'or à ceux qui les écoutent. Et les diseurs d'horoscopes, par leurs prédictions trompeuses, profitent de la vanité et de l'ambition de crédules esprits. Mais le plus grand faible des hommes, c'est l'amour qu'ils ont pour la vie. Et nous en profitons, nous autres, par notre pompeux galimatia, et savons prendre nos avantages de cette vénération que la peur de mourir leur donne pour notre métier. Conservons-nous donc dans le degré d'estime où leur faiblesse nous a mis. Soyons de concert avec nos malades pour nous attribuer les heureux succès de la maladie et rejeter sur la nature toutes les bévues de notre art. N'allons point, dis-je, détruire sottement les heureuses préventions d'une erreur qui donne du pain à tant de personnes. Et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais c'est ce chaleur de sang dont parfois on n'est pas le maître. Allons donc, messieurs, mettez bas toute querelle et faisons ici votre accommodement. J'en suis. Qu'il me donne l'émétique dont j'ai besoin pour le patient dont il s'agit, je lui donnerai tout ce qu'il voudra pour le prochain malade dont il sera question. On ne peut mieux dire, et voilà se mettre à l'accent. Cela est fait. Touchez donc là, messieurs, touchez là. Adieu, et une autre fois, montrez plus de prudence.
Donc, est-ce que ce serait un effet de votre volonté de me donner ma consultation maintenant? Parce que sinon je serais très en retard tout à l'heure et enfin... Oui, mais dépêchons-nous. Voilà. De quoi souffrez-vous? Alors, alors voilà, donc quand j'ai mangé hier soir, voilà, j'ai senti que ça me chatouillait un peu par là, ou même que ça me gratouillait aussi. Voilà. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais ça me chatouille un peu quand même. Hein. Désignez-moi exactement l'endroit. Et ben là, par là. Là, entre les deux, quoi. Juste entre les deux. Oui. Est-ce que ce serait en rien à gauche, là où je mets mon doigt? Oui aussi, oui. Ça vous fait mal quand j'en prends mon doigt? Oui, maintenant, oui. Est-ce que ça vous gratouille davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Je ne mange jamais. Mais il me semble que si j'en mangeais, ça me gratouillerait, bien sûr. Ah. Très important. Ah! Quel âge avez-vous? Ouais, 51. 51 ou plutôt 52? Ouais, bon, à 52, j'ai 0 en octobre, ça va. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Voilà. Demain matin, gardez le lit. Je passerai vous voir. Pour vous, les consultations sont gratuites. Mais ne le dites pas, c'est une faveur. Vous êtes trop beau. Non, c'est grave, sinon, que j'ai. Ce n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Vous fumez? Non, je chic. Dépense absolue de chic. Vous aimez le vin? Très raisonnablement, ça va. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui. Sagesse totale de ce côté-là. Je peux manger? Aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en reviendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Es-tu sûr que je ne ferais pas mieux d'aller me coucher maintenant? Je suis pas bien là. Gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Faites vos annonces comme si de rien n'était et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. De me voir ici. Un peu étonnée, madame. Une impose. Les demoiselles en pouvoir viennent à une consultation gratuite. C'est en effet assez extraordinaire. C'est surtout flatteur pour moi. Vous dites
peut-être que c'est l'un des jolis résultats du gâchis actuel. Et que tandis que quantité de malotrus et marchands de cochons roulent le carrosse et sablent le champagne avec des actrices, d'un monstre de demoiselle Goumar, dont la famille remonte sans interruption jusqu'au XIIIe siècle, qui a jadis possédé la moitié du pays, et qui a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département. On est réduit à faire que avec les pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Hélas, oui, madame. Et vous attendez sans doute que je vous explique pourquoi j'effectue votre consultation gratuite. Quelle que soit votre raison, elle est certainement excellente. Je trouve, voilà, j'ai voulu donner l'exemple. Je trouve que vous avez eu là, docteur, une belle et noble inspiration. Mais je connais mes gens, j'ai pensé. Ils n'en ont pas l'habitude, ils n'y auront pas. Et ce monsieur en saura pour sa générosité. Et je me suis dit, c'est pas qu'une dame pense, mais demoiselle Goumar n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites, ils n'auront plus rien de s'y montrer. Votre démarche est très louable, madame. Je vous en remercie. Je suis enchantée, docteur, d'avoir fait votre connaissance. Et je reste chez moi tous les après-midi. Il y a quelques personnes, nous faisons salon autour de notre vieille théière Louis XV que j'ai héritée de mon aïeul. Il y aura toujours une place de côté pour vous. Vous savez que je suis très tourmentée par mes titres et mes locataires. Je passe des nuits sans dormir. C'est horriblement fatigant. Vous n'auriez pas un secret, docteur, pour faire dormir? Ça fait longtemps que vous souffrez d'insomnie? Très longtemps. Vous en aviez parlé au docteur par palais? Ah oui, plusieurs fois. Que vous a-t-il dit? De lire chaque soir 3 pages du Code civil. C'était une plaisanterie. Le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Peut-être a-t-il eu tort, car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Vraiment? L'insomnie peut provenir d'une attaque l'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale. Plus précisément, à une altération des vaisseaux dite enthouillodépie. Vous savez peut-être, madame, les artères du cerveau enthouillodépie. Ciel! Mon tuyau-type? L'usage du tabac, docteur, y serait-il pour quelque chose? J'en prie un peu. C'est un point qu'il faudrait examiner. L'insomnie peut encore provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névroglie. Ce doit être affreux. Expliquez-moi cela, docteur. Représentez-vous un crâne. Un crâne. Ou un poulpe. Ou encore une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous sauter et de vous déchiqueter doucement la cervelle. Oh! Il des poissons de horreur. Voilà certainement ce que je dois savoir. Je le sens bien. Je le sens bien. Je vous en prie. Tuez-moi tout de suite. Une piqûre. Une piqûre. Oh putain, non. Ne m'abandonnez pas. Je me suis glissée. N'oubliez pas de l'étoile. Mais ça doit être absolument incurable. Mortel. Non. Il y a des chances de guérison. Oui, à la longue. Ne me trompez pas, docteur. Je veux savoir la vérité. Tout dépend de la régularité et de la durée du traitement. Mais de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyautripe ou de l'araignée? Car je sens bien que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un
peux pas donner cet espoir à un malade ordinaire qui n'aurait ni les temps ni les moyens de se soigner, suivant les méthodes les plus modernes. Avec vous, c'est différent. Mais moi, je serai malade très docile, docteur. Soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il le faudra. Surtout si ce n'est pas trop douloureux. Aucunement douloureux, parce que c'est à la radioactivité que l'on fait appel. La seule difficulté est d'avoir la patience de poursuivre bien sagement la cure pendant 2 ou 3 semaines et d'avoir sous la main un médecin qui s'astreigne à une surveillance incessante du processus de guérison, un calcul minutieux des doses radioactives et à des visites presque quotidiennes. Ah mais moi je manquerai pas de patience, docteur. Mais c'est vous qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi comme il faudrait. Vouloir, je ne demanderai pas mieux. Il s'agit de pouvoir. Vous demeurez loin? Mais non, à 2 pas, la maison qui est en face du bois public. J'essaierai de faire un vol jusqu'à chez vous tous les jours, sauf les dimanches et le lundi à cause de ma consultation. Mais ce n'est pas trop d'intervalle, 2 jours d'affilée. Je resterai pour ainsi dire sans soin du samedi au mardi. Je vous laisserai des instructions détaillées. Et après, quand j'aurai 1 minute, je passerai vous voir dimanche matin ou lundi après-midi. Ah, tant mieux, baby. Qu'est-ce que vous dites que je passe là tout de suite? Rentrez chez vous, gardez la chambre. J'irai vous voir demain et je vous examinerai plus à fond. Mais je n'ai pas de médicaments là aujourd'hui à prendre? Si. Allez chez Monsieur Mousquet et priez-les de s'occuper aussitôt cette première petite ordonnance. Allez. Que nous les voyons toutes, à cause de l'éloignement et du feuillage. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau, car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres. Ils sont supprimés. Et les malades gardent leur lampe ou leur veilleuse. Tout ce qui reste en marche de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en ôte l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, les premiers offices, ce sera rappelé de mes prescriptions. Elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que dans quelques instants, il va sonner 10 heures. Et que pour tous mes malades, 10 heures, c'est la 2e prise de température rectale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres